réseau Universal ORC Web. En raison de la pandémie qui touche le monde actuellement, nous avons dû réviser nos méthodes de tournage. Nous vous prions de nous en excuser. Frédéric Medina est un expérienceur de mort imminente. Il est membre fondateur de l'association franco-belge EMI-MIT. Cette structure a pour objectif l'accompagnement des expérienceurs de mort imminente ainsi que de leurs proches. Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé à votre arrivée au CHU de Dijon en avril 2009 ? Oui, donc j'arrive à l'hôpital par mes propres moyens. Je suis accueilli aux urgences et là on me fait des radios. J'avais une détresse respiratoire assez importante, des douleurs thoraciques forcément. Et là donc après les radios, ils constatent que j'ai les poumons pleins de liquide et j'avais plus que 5% de capacité pulmonaire. Donc il est décidé de m'opérer d'urgence d'une pneumopathie et une péricardite. Donc on me transfère à Dijon et donc rapidement je me retrouve sur la table d'opération, mais toujours en station assise parce que je pouvais pas m'allonger. Plus je m'allongeais en fait, plus ça me coupait la respiration. Tout le liquide que j'avais dans les poumons était un petit peu difficile à gérer à ce moment-là. Donc je me retrouve assis sur la table d'opération, tout le monde s'affaire un petit peu autour de moi pour me préparer et voilà. Et je me rappelle de l'anesthésiste sur ma gauche qui commence à m'appuyer un peu sur l'épaule pour m'allonger forcément et je retenais en fait le fait de rester assis. Et il insiste un peu et je lui dis ben je peux pas, honnêtement je peux pas m'allonger parce que alors je me rappelle de ce mot-là qui me résonne toujours dans la tête tout le temps, c'est que si je m'allonge je meurs. Et là comment dire, tous les gens autour de moi en fait ont un temps d'arrêt, tout le monde me regarde, enfin c'est une espèce d'ambiance assez glauque. Et donc sur l'insistance en fait forcément de l'anesthésiste, je me dis en fin de compte quelque chose de simple. Je me dis t'es à l'hôpital, tu crains plus rien, ils sont autour de toi, allonge-toi et qu'il se passe quoi que ce soit, de toute façon ils seront là pour intervenir. Et donc je lâche. Donc je commence à descendre un petit peu et puis ben, ce que je ressentais, ben, c'est confirmé, c'est que j'ai pas eu le souvenir d'avoir posé la tête sur la table d'opération. En fait, puisque ma respiration était de plus en plus compliquée au fur et à mesure que je descendais. Et là, comment dire, immédiatement, en fait, je me suis retrouvé de nouveau assis sur la table d'opération, m'a un peu éjecté comme un ressort, et avec une sensation incroyable, c'est une libération dans la respiration, tout ça. Enfin, c'est un peu, ça a fait comme ça, quoi, comme si je reprenais toutes mes capacités respiratoires. Un grand soulagement et plus de douleur. Et immédiatement, je me dis, waouh, ça y est, c'est génial. C'est vraiment, voilà, toutes ces douleurs que je traînais déjà depuis une dizaine de jours, envolées comme ça, quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment le bonheur. Je me dis, oh, t'es bien là. Je me rappelle même m'être dit, reste comme ça, bouge plus. Voilà, c'est vraiment formidable. Et après ça, ce que j'observe, c'est que eh ben, tout était blanc autour de moi. En fait, je voyais plus rien. Et je me rappelle même, donc, je sentais que j'étais assis sur cette table d'opération, mais je voyais rien de ce qui se passait autour de moi. Et je me rappelle même avoir bougé mes mains comme ça devant moi, sans les voir. Tout était blanc. Simplement, j'ai pu déterminer ce que j'étais avec voilà. Si tu bouges les mains comme ça, tu vas sentir un courant d'air en fait filer entre les doigts. Et ben c'est ce qui se passait. C'était la seule chose qui pouvait déterminer ce que j'étais, c'était ça. Je ressentais en fait qu'il y avait une résistance dans l'air, dans mes mouvements, mais je ne me voyais pas, quoi. Donc ça c'est des choses qui se passent assez rapidement, hein, mais je finis par me dire waouh, tu vois tout blanc, t'as plus aucune douleur, t'es mort. Voilà, c'est ça qui tombe vraiment comme ça à cet instant. Et immédiatement après, je ressens en fait que ce que j'étais devenu, ce corps, je sais pas ce que voilà, euh, fait des mouvements circulaires, comment dire,
horizontale, toujours au même niveau que la table, c'est-à-dire que je commence à sortir de la table, mais je reste vraiment à cette hauteur et je fais des mouvements circulaires comme ça assez rapidement, même très rapides, mais de plus en plus large, de plus en plus large, de plus en plus large, jusqu'à en fait dans la salle d'opération en fait, hein, elle est cloisonnée de murs, de portes, enfin voilà. Et donc sur ma droite, il y a un mur et là je fais un premier tour. Je sens que je rase, ça c'est curieux, mais je sens que je rase ce mur sur un des tours et le tour suivant en fait, je m'aperçois que je passe à travers et je vois ce qui se passe dans la pièce à côté. Euh, et qu'est-ce que j'y vois en fait? Je vois une salle de repos comme une cuisine, voilà, avec des restes de repas sur la table. Et comment dire? Je me fais même cette réflexion parce que du coup, les repas c'était traiteur, il y avait des produits de qualité, enfin voilà. Et moi, je travaillais dans la sécurité. On restait 12 heures en vacation comme ça, enfermés, comme eux, ils peuvent avoir des vacations comme ça dans le milieu médical. Et donc forcément, ils sont amenés à manger comme ça sur place. Et j'ai même cette réflexion de me dire, ben, en fin de compte, même au boulot, ils s'emmerdent pas parce que il y avait du bon vin, des choses comme ça. Enfin voilà, des, des restes de repas en fait traiteurs. Voilà, donc c'était assez rigolo, mais dans le sens, on m'a comment dire expliqué après que c'était le autour du week-end de Pâques, donc c'était un repas un peu plus on va dire festif qu'à la normale, mais enfin voilà les réflexions qu'on peut être amené à se faire dès le début de cette expérience-là, alors que je venais de prendre conscience que j'étais mort. Euh, et aucune peur, aucune angoisse, aucune crainte par rapport à ça. Vraiment, je profite, je me laisse faire dans ce qui se passe parce que du coup, ces cercles-là que je suis amené à faire pour m'emmener dans cette cuisine, euh, à mon sens, c'était pas volontaire, quoi. C'est vraiment, enfin, voilà, c'est ce que j'en ai ramené. Donc, je me suis vraiment laissé faire dans tout ça. Après ça, les sensations, elles arrivent immédiatement, et puis on n'est pas à se poser la question de savoir si c'est réel, si ça ne l'est pas. Enfin voilà, il y a une espèce de d'accueil comme ça qui se passe. Et j'ai cette question là, assez étrange. Je n'ai jamais su trop répondre encore aujourd'hui pourquoi cette question, mais je me demande à ce moment-là si le soleil brille sur les pyramides au Mexique. Et à peine j'ai eu le temps de finir de formuler entre guillemets cette question, que je me suis retrouvé immédiatement là-bas, sur place. Alors après avoir recherché, comment dire, euh, sur Internet après, je me suis rendu compte que je me suis retrouvé sur la cité de Teotihuacan. Et je suis arrivé un peu comme un super-héros. Enfin, j'aime bien dire ça, c'est que euh, sous moi, en fait, il y avait comme une espèce de piste d'atterrissage noire et au bout une petite pyramide. Et c'est sur cette pyramide là que j'ai fini. Je suis venu m'asseoir en fait sur le dernier angle au fond à gauche. Voilà, en glissant un peu comme ça, comme un surfeur. Et, et du coup, à mon arrivée, en fait, j'observe au sol. Et il y avait une petite fleur jaune sur laquelle il y avait un papillon blanc. C'est toujours pareil aussi des formes de demande en conférence, des choses comme ça. Pourquoi ces choses-là, je sais pas vraiment expliquer, mais je ramène ça comme je l'ai vécu. Hein, c'est vraiment. Et donc j'observe ce papillon là. Et j'imagine que mon arrivée déplace du vent ou quelque chose, enfin le dérange, et donc il s'envole. Et je le suis comme ça un peu du regard, ce qui me permet de faire un tour dans le ciel à 360 degrés et d'observer en fait que le soleil brillait bien à ce moment-là sur les pyramides au Mexique. Ça répondait tout de suite à ma question, est-ce qu'il a eu pour effet de me renvoyer directement là dans cette lumière dans laquelle je me suis retrouvé au départ quand je me suis retrouvé assis sur la table d'opération. Donc cette espèce d'environnement blanc, pas de perception de distance, de voilà, de clôture, de quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est vraiment t'es dans ce sas là dans lequel j'appelle ça un sas moi-même, ouais, dans lequel tu t'y trouves très bien.
Le seul souci, enfin si tant est que ce soit un souci, c'est qu'à mon retour dans ce sas-là, je suis plus seul comme au départ, mais je suis accueilli par mon grand-père paternel, qui est décédé, lui, en 1984. Je vais avoir 8 ans à peu près à cette époque-là. Donc, toujours pareil. Euh, alors, je suis pas étonné, pas apeuré, quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment une grande joie même d'ailleurs de le retrouver. C'est un petit peu comme si tu viens rendre visite à quelqu'un et ça fait 10 ans que t'as pas vu. Enfin, c'était vraiment comme ça que ça s'est vraiment déroulé. Même lui, de son côté, était très content de me voir. Mis à part qu'il me dit à ce moment-là, écoute, je vois que tu t'amuses bien parce que je revenais, enfin, je rigole un peu avec ça, mais je revenais quand même du Mexique avant ça. Et j'avais fait aussi tout un tas d'expériences, c'est-à-dire que dès qu'on a quelque chose en tête, hein, ça vient vraiment se matérialiser devant nous et on évolue là-dedans. Enfin, voilà, j'ai eu tout un tas de questions auxquelles j'ai eu tout de suite les réponses et on va dire en visuel ou en tout cas en expérience, en l'observant directement. Et donc lui me dit là-dedans, on voit bien que tu apprécies l'endroit et les choses, voilà, mais c'est pas le moment, il faut que tu repartes. Alors moi je lui dis, écoute, c'est bien, mais il est hors de question que je parte d'ici. Moi je suis très bien, voilà, c'est hors de question que je reparte. Et là donc à ce moment-là, se passe quelque chose, c'est que je sais pas si c'est lui qui a initié ça ou exactement comment ça s'est déroulé, mais donc dans cette fameuse lumière là, il s'est matérialisé quelque chose. J'appelle ça un peu comme le conseil, c'est-à-dire que je me suis retrouvé devant une table avec sur lequel il y avait posé des livres. Mon grand-père était sur ma gauche et de l'autre côté de cette table, j'ai retrouvé plein de personnes de ma famille, des défunts. Donc là, pareil, grande surprise, grande joie de se retrouver. C'était vraiment, ça faisait, je vais bien dire, le, le déjeuner le dimanche chez les grands-parents, et tu retrouves les cousins, les tantes. Enfin voilà, c'était vraiment dans cette ambiance-là que tout ça se déroulait. Et face à moi, en fait, il y avait des livres. Et donc on me fait comprendre, on m'explique rapidement qu'il faut que je jette un œil là-dedans. Et ces livres, en fait, c'était quoi? C'était donc de ma naissance, 1972 à 2009. Là, c'est en quoi le premier livre que j'ai eu, que j'ai été amené à regarder. Et donc chaque page que tu peux tourner, en fait, dessus, il était inscrit toutes les décisions, les pensées, les actes que j'ai pu faire, mais au millième de seconde de ma vie. Vraiment. C'est pour donner un exemple. Euh, voilà, tu te rappelles d'une souffrance quelconque en te cognant le doigt de pied dans une porte. Enfin voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et après, donc ce que je donne en exemple, et je donne toujours un peu le même parce que bon voilà, il y a des choses qui sont plus intimes que ça forcément, mais quand on le raconte en public, peut-être pas obligé de rentrer non plus dans les détails pour que ça soit compréhensible. Mais cet exemple est assez parlant en fait. C'est-à-dire que je me retrouve à l'âge de bon donc je me vois grandir de ma naissance jusqu'à l'âge de 17 ans et je vis dans un quartier populaire, enfin voilà, un petit peu en marge à 17 ans un peu foufou, enfin bref, je suis dans des bâtiments et en bas il y a un vélo qui est pas cadenassé, rien du tout. Un jour pas comme un autre, je décide de monter dessus, d'aller faire un peu le fou avec 2 3 heures et puis je l'abandonne le quartier suivant dans un buisson. Enfin voilà, et puis je continue ma vie comme ça. Le souci, c'est que sur cette page-là, je vois cette décision et voilà, cet acte, on va dire. Et, euh, et là, il y a quelque chose de particulier, c'est que je vois aussi la personne à qui appartient ce vélo. Alors, dans mon exemple, là, c'est une femme, par exemple, avec des enfants qui vit seule, qui a des difficultés justement dans la vie. Pour pouvoir s'en sortir et voilà, elle travaille difficilement, elle a pas de véhicule, elle a un vélo pour se déplacer. Enfin bref, voilà, c'est juste pour placer la difficulté dans laquelle elle est dans la vie. Et on me la montre en fait
et je la vois souffrir du vol de ce vélo parce que du coup, ce jour-là, elle est arrivée une fois de plus encore en retard au travail, ce qui a fait que bah, son patron a décidé de la licencier. Elle s'est retrouvée au chômage, alors toute une cascade en fait de problèmes qui se sont déclenchés par rapport à ce vol de vélo. Et je vois la souffrance de ses enfants, de son entourage, enfin voilà. Et ce qui est assez curieux là-dedans, c'est que donc je m'aperçois que je fais souffrir quelqu'un et je peux simplement l'observer. Là, ce qu'on fait nous aujourd'hui, par exemple, quand on fait souffrir quelqu'un, on va l'observer et ça reste, on va dire, étanche l'un envers l'autre. Et là, le souci de ce côté-là et avec ce livre, bah, sa souffrance, c'était la mienne. C'est-à-dire que ça m'a arraché les tripes aussi. Ça m'a, enfin voilà, j'étais même plus observateur en fait de sa souffrance. Je souffrais aussi pour elle. Et c'est moi qui souffrais. Euh, c'est ce que je dis souvent maintenant, c'est si je suis amené à te marcher sur le pied, c'est à moi que je fais mal. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai compris. Alors suite à cet événement-là, sur cette page, forcément, je tourne pas parce que j'observe et ça fonctionne pas vraiment comme ça aurait dû l'être. C'était pas juste. Et donc j'ai cette réflexion-là et je me mets à me juger en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi quand on est de l'autre côté. On va forcément tous plus ou moins être amenés à juger un peu de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, mais souvent les gens ont tendance à penser qu'ils seront jugés par d'autres, alors que là, moi, dans mon expérience et de ce que j'ai compris de tout ça, c'est que c'est moi seul qui ai été amené à juger cet événement-là, et je l'ai pas trouvé normal. Donc je me suis dit, c'est pas juste et c'est pas ça que tu aurais dû faire. Il aurait fallu faire autrement et t'es pas venu sur Terre pour ça. Et alors le truc assez particulier, c'est que j'ai compris aussi ce que ça voulait dire amour inconditionnel. C'est-à-dire que donc dans cet épisode-là de mon expérience, en fait, je suis donc en compagnie de mon grand-père et de toutes les personnes de ma famille décédées. Et à aucun moment, aucun d'eux m'a dit ah bah oui, effectivement, c'est pas bien ce que tu as fait et il aurait fallu faire autrement. Au contraire. Ils m'ont tous dit, non, tu es dans l'erreur. Si tu l'as fait, c'est que tu avais envie de le faire et c'est très bien. Et, euh, et c'est moi qui étais quelque part obligé d'aller par-dessus ça pour leur dire non, c'était pas juste et il fallait faire autrement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi que j'ai pu comprendre avec mon expérience. Donc je passe là-dessus effectivement et quelque part j'ai envie de dire je lave ce souci. C'est-à-dire qu'à partir du moment que c'est que j'ai accepté, moi, de me dire que j'étais pas forcément quelqu'un de formidable et que j'avais fait une grosse erreur avec cette dame, mais j'étais pas dans cette espèce de dynamique de m'excuser ou de quoi que ce soit. J'ai simplement dit, OK, voilà. Maintenant, je suis conscient que ça, c'était pas bien. Et si je suis amené à recroiser en fait de nouveau cette dynamique-là, en fait, je ferai autrement pour éviter forcément de faire souffrir une deuxième personne dans la même situation. Ça serait un petit peu stupide. J'ai en fait appris, voilà, sur ce cas-là, une leçon que j'ai prise, mais à aucun moment j'ai voulu essayer de rattraper ou d'expier un peu ce que j'avais pu faire pour cette dame. Non, je l'ai simplement on va dire, accepté et ça, quelque part, ça a suffi. Alors, je sais que certaines personnes ont du mal à entendre ça, mais c'est vraiment important, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc, suite à ça, je continue à lire mes pages, hein, et là, tiens, je découvre que j'ai une fille. Parce qu'à ce moment-là, j'avais complètement occulté le fait d'être un homme, d'avoir des enfants, une maison, une voiture, enfin tout ça pour moi était complètement envolé. Ça n'avait plus aucun intérêt pour moi. Et donc je redécouvre à ce moment-là que j'ai une fille, et je vois la vie je, que je mène en famille comme ça, voilà. Et donc j'étais quelqu'un qui était très fixé sur le travail. Je courais après l'argent toujours et encore. J'étais rarement à la maison en fait, et donc c'est pas que je m'occupais pas de mes enfants, mais c'était quand même pas
la priorité dans mon temps. Et ça, j'ai également aussi pas trouvé ça normal. Je me suis dit, ben non, c'est pas ça. T'as pas fait une fille pour que, bah, pour aller travailler, puis rien, rien, enfin pas partager grand chose avec elle. Bah, toutes ces choses-là. Donc voilà, j'étais quand même pas très satisfait à ce moment-là de la vie que je pouvais mener, alors que je manquais de rien. J'avais de l'argent, enfin j'avais comme on peut dire, dans la société, j'étais quand même plutôt bien à l'aise. Mais là, je m'aperçois en fin de compte que j'étais très à côté de ce qu'on est tous amenés à vivre, et ça m'a bien perturbé aussi. Ça, quand on peut parler d'expérience de mort imminente négative, ça peut en faire partie tout ça. C'est-à-dire s'apercevoir, je sais pas, si on pose la question à quelqu'un, on veut dire t'as l'impression d'être dans ta vie, t'es bien, les gens vont forcément généralement répondre oui, j'ai ce qu'il faut, ne manque rien. Voilà, quand on prend un peu de hauteur par rapport justement à tout ça, on s'aperçoit qu'on est bien souvent des fois à côté de la plaque, et ça peut être quelque chose de terrible à vivre. Et donc voilà, je poursuis encore ma petite vie. Je m'aperçois encore que j'ai un deuxième enfant, un fils. Enfin, voilà, même on va dire même principe. Et à ce moment-là, là, je me dis, j'ai apparemment la possibilité de retourner, puisque le grand-père me dit, ben, t'as rien à faire ici, il faut retourner. Donc sur l'idée que je voulais rester là où j'étais parce que j'y étais bien. Alors j'y étais toujours bien, hein, c'est pas le problème, mais je me suis dit eh ben si j'ai la possibilité de retourner, alors je vais peut-être quand même le faire parce que je peux pas profiter sereinement de cet environnement-là en les laissant comme ça en bas. Voilà, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Et c'est à ce moment-là que ma décision a, a changé aussi et j'ai eu envie de retourner. Et cette envie de retourner justement m'a envoyé chez moi. J'y ai vu la mère de mes enfants qui étaient attablés dans la cuisine chez nous à ce moment-là. Et le petit truc assez particulier que j'ai pu vivre, c'est que je suis arrivé à la maison donc par l'extérieur et devant on a un petit jardin dans lequel il y avait 5-6 pieds de tomates là qui étaient tout fraîchement plantés. Là, il devait faire 7-8 centimètres de haut à peine. Enfin voilà. On venait d'emménager à peine à la campagne. Enfin, on se transformait un petit peu en jardinier. Enfin voilà, on prenait un peu de plaisir à faire tout ça. Et je suis arrivé, donc j'aime à dire, je suis arrivé par les pieds de tomates. Et la chose assez particulière, c'est que j'ai vu donc forcément cet environnement-là. J'étais plus dans cette lumière blanche là, mais voilà. Mais je les ai pas vus comme on peut les voir aujourd'hui. J'ai vu toutes les molécules, tout ce qui les leur fonctionnement interne. Enfin voilà, c'était vraiment des petits points lumineux en mouvement, imbriqués les uns dans les autres. Et je compare ça un peu à comme les artistes peintres qui font du pointillisme. En fait, c'est des petits points de toutes les couleurs. Et quand on prend un peu de recul par rapport à tout ça, on voit que ça va pouvoir déterminer une fleur, un arbre, enfin voilà, peu importe. Et là, ça faisait vraiment ça, c'est-à-dire que j'arrivais à déterminer la tige, des feuilles, des fleurs, enfin voilà, les racines, la terre qui entourait ce pied de tomate, les graviers qui étaient tout de suite après, jusqu'à la façade de la maison, en fait, tout était molécules, en fait, enfin, tout était petits points lumineux. Et ce qui est encore plus perturbant, c'est que j'ai passé ma main en fait dans ces pieds de tomates. Et à ce moment-là, j'ai eu la connexion avec eux. Je dis ça comme ça, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que j'étais les pieds de tomates. Et du coup, j'ai tout de suite senti qu'ils étaient en pleine forme et qu'ils donneraient de bons fruits. Et j'ai eu cette réflexion-là, et c'est quand même assez curieux dans cet état-là, c'est de me dire, bah t'inquiète pas pour les pieds de tomates, du coup tout va bien, ça, ils donneront, voilà, de bons fruits. Et donc j'étais pas là pour les pieds de tomates, mais donc pour voir mes enfants. Et donc je suis passé pareil, donc euh, là curieusement par la porte, mais enfin j'imagine être passé à travers hein, forcément. Mais c'est vraiment voilà le chemin que j'ai pu prendre, c'est bien celui de la porte. Et
Et quand je suis rentré à la maison, en fait, toutes ces molécules que je voyais à l'extérieur se sont retransformées. Et là, par contre, l'intérieur de la maison, mes enfants et leur mère, en fait, je les ai vus comme je pourrais les voir là aujourd'hui. Et je me suis retrouvé donc dans la cuisine, debout devant eux, et pas un seul instant étonné de quoi que ce soit dans mon état. Hein. J'étais même pas dans ce truc, je suis mort, eux sont vivants, enfin voilà. Mais il y avait une ambiance à la maison assez lourde, parce que du coup, donc ma compagne de l'époque avait le téléphone sur la table et elle était en contact direct avec l'hôpital. Et elle recevait à ce moment-là, toutes les demi-heures à peu près, un coup de téléphone des infirmiers sur place en lui disant, bah voilà, il est encore là. Et enfin voilà, on ne sait pas si dans une demi-heure, trois quarts d'heure, il sera encore là. Enfin, ils ont vécu plus d'une vingtaine d'heures comme ça en contact, en la tenant régulièrement au courant, et en lui disant que qu'il fallait peut-être pas qu'elle se fasse trop d'illusions sur mon état, qu'elle se prépare peut-être plus à ramener des vêtements en fait pour pouvoir me mettre en bière. Enfin voilà, c'était un petit peu l'ambiance qui régnait à la maison. C'est-à-dire que j'étais à ce moment-là, on va dire, perdu pour tout le monde. Même les médecins, voilà, bon, se, se faisaient pas trop de grosses idées sur le fait que je puisse sortir du coma dans lequel j'étais plongé, mais j'étais plongé volontairement suite aux douleurs que toutes ces problèmes physiques créaient. Mais bon, voilà. Euh, et là, comme la dame sur le livre avec ce vol de vélo, c'est-à-dire que je sentais les angoisses, les peurs de mes enfants. Ils étaient petits encore à l'époque, mais ils comprenaient peut-être pas forcément ce qui se passait, mais le mal-être en fait qu'ils pouvaient avoir en eux, en fait, je l'avais vraiment. C'était le mien. Alors c'était assez terrible quand même. Et j'étais là en fait en leur disant, mais vous inquiétez pas pour moi, ça va. Enfin, c'est un peu dans les grandes lignes ce qui se passait, mais personne m'écoutait, ni me regardait ou même me répondait. Et, à un moment donné, je les sens tous très effrayés, enfin surtout les enfants. Et après coup, en fait, il s'avère que à ce moment-là, il y a eu une coupure de courant dans la maison et donc ils se sont retrouvés dans le noir. Les enfants, forcément, sont pas très, ont souvent des peurs hein, comme ça dans le noir. Il y avait un orage aussi à ce moment-là. Parce que du coup, j'ai dit à ma compagne, en sortant du coma, je suis venu avec l'orage. Enfin, voilà. Donc c'est, euh, j'imagine, me déplacer avec l'orage. Enfin, voilà. C'est ce qui est retombé comme ça. Et, euh, et du coup, dans cette situation-là, je leur dis, ben, vous inquiétez pas, en fait, il y a des bougies avec des allumettes. Là, allumez ça, mettez ça sur la table, ça vous fera un peu de lumière le temps que l'électricité revienne. Et voilà, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, c'est juste une coupure de courant, quoi. Et personne ne m'entend ni même m'écoute. Et alors, je veux pas dire que ça me met en colère parce que de l'autre côté, enfin dans l'état dans lequel on est à ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de choses pour réussir à être en colère. Enfin voilà. Et bon, je vois que personne m'écoute et que ça reste assez stérile. Ça me renvoie dans cette fameuse lumière en compagnie de mon grand-père. Et je fais un autre voyage aussi. Je me retrouve debout aussi derrière ma mère en fait, qui se trouve au cabinet médical de notre médecin traitant. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle est en train de l'insulter quelque part en le traitant d'incompétent. Dans dans les grandes lignes, elle lui reproche le fait que si je suis dans un état critique entre la vie et la mort, c'est de leur faute, ils savent rien faire. Enfin voilà, tout un tas de peurs qu'une maman peut avoir par rapport à tout ça et une incompréhension. Et le médecin, en fait, il écoute et il prend les plaintes avec politesse. Hein. Et moi, je suis derrière, en fait, ma mère, et je lui dis, mais c'est pas de sa faute, je le reproche pas à lui, parce que du coup, c'est pas ce médecin-là que j'ai vu avant d'aller à l'hôpital. Donc, il y peut rien et il est en train d'apprendre en même temps que ce que tu es en train de lui reprocher, que je suis à l'hôpital dans un état grave. Quoi. Donc, je disais, c'est pas nécessaire de lui reprocher quoi que ce soit, il y est pour rien.
Mais là, même principe. Elle m'entend pas, elle m'écoute pas. Enfin voilà. Donc bon, j'insiste pas plus et je retourne dans cette fameuse lumière et toujours avec cette envie hein, de retourner vraiment dans ma vie pour essayer de faire différemment. Mais j'aime bien aussi, par contre, souligner ça parce que on en parle souvent en conférence. C'est que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je l'ai voulu, mais c'est parce que c'était prévu comme ça aussi. Parce que souvent on nous dit oui, mais alors moi, mon mari, ou ma femme, ou mes enfants, peu importe, sont décédés. Et vous êtes en train de nous dire que s'ils sont pas là, c'est parce qu'ils voulaient pas revenir. Non, c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai un ami qui est expérienceur et contrairement à moi, lui, il n'a pas réussi à avoir de nouveau envie de revenir, mais il est quand même encore là. Donc, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, parce que souvent on nous dit oui, juste parce que vous avez voulu revenir, vous êtes là. Non, c'est pas ça qui nous a rendu invincibles. C'est juste qu'on ne devait pas mourir et que voilà, il fallait qu'on retourne. Alors qu'on ait eu envie de revenir ou pas, on est là. Voilà, donc il faut gérer ça aussi comme ça. Et donc suite à ça, je me retrouve dans cette lumière, bon, avec tout un tas d'autres choses à raconter, mais enfin voilà, on peut passer un peu là-dessus. Et ça termine sur quoi? Sur une douleur incroyable. Alors, j'arrive à représenter ça comme ça un peu. C'est comme si j'avais été debout, en fait, et que quelqu'un soit derrière moi et vienne me transpercer, en fait, l'omoplate, du côté gauche du cœur, et donc me transpercer vraiment la chair, ce que je peux être, et fasse rentrer, en fait, toute cette énergie-là dans tout mon corps, ce qui a eu pour effet de euh, une douleur incroyable, comme si on nous arrachait la peau à vif comme ça, mais en un millième de seconde, c'est même plus court que ça, quoi. Mais une douleur euh, incroyable, quoi. C'est vraiment autant quand je suis sorti de mon corps, j'ai eu une libération justement sans nom. Enfin voilà, c'est vraiment un bien-être jamais encore égalé là aujourd'hui ici. Et, euh, et au contraire, le retour, ben, ça a été exactement le juste opposé, quoi. C'est vraiment voilà, autant de souffrance que ce que j'ai pu avoir d'apaisement en sortant de mon corps. Et puis ben voilà, suite à ça, du coma, j'en suis ressorti tout doucement après 3-4 jours, quoi. Pouvez-vous nous dire quelle est votre compréhension de l'environnement, de cette dimension où vous vous trouviez? Ma compréhension de tout ça, c'est que ce fameux sas blanc, comme je l'appelle, c'est ce qu'on peut appeler communément en fait l'énergie universelle. Voilà, certains appelleront comme ils veulent Dieu, peu importe. Et je me suis rendu compte que on faisait tous partie de tout ça. Et à ce moment-là, quand on est dans cet environnement-là, va se matérialiser que ce qui est nécessaire. Voilà. Enfin, c'est vraiment, on a accès à tout, mais voilà, tout peut aussi s'effacer. Enfin, c'est assez curieux. C'est pour ça même qu'aujourd'hui, je suis de nouveau ici, bien ancré dans la matière forcément, comme tout le monde. Et je sais que voilà, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est solide, enfin, et énergie, ouais, vraiment. Et, et cette énergie, ben, c'est la mienne aussi. Voilà. Donc, je me fais toujours la réflexion euh, de penser différemment de ce que les Amérindiens pensent, par exemple, depuis longtemps. Enfin, donc avant mon expérience, je me disais, ouais, c'est des gens qui parlent aux plantes, aux animaux. Bon, je n'avais pas trop de soucis avec ça, mais qui vont respecter l'eau, qui vont parler aux minéraux et qui les considéraient quelque part comme quelque chose de vivant, mais bien plus que ça en fait, d'égal à eux. Je l'ai trouvé un petit peu particulier pour rester poli. Et
j'ai été très embêté en fait en retour de cette expérience parce que j'ai exactement maintenant aujourd'hui le même sentiment. D'ailleurs, Nicole Dron aussi, qui est une expériencieuse connue là sur la France, qui m'a aidé à mettre des mots aussi au départ sur ma propre expérience. Et comment elle a réussi à faire ça, en fait, à un moment donné, elle a dit qu'elle s'était retrouvée dans un jardin. Et en observant un petit peu, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas plus important que le brin d'herbe qu'il y avait devant elle. Et j'ai dit, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça aussi que j'ai compris. C'est-à-dire que je sais que je suis aussi tout ce qui m'entoure. Et de ce fait-là, on peut pas, et c'est juste logique, on peut pas se dire je suis au-dessus de quoi que ce soit ou en dessous. Je suis égal, voilà. Mais que ça soit face à quoi que ce soit, quoi. Ça, c'est vraiment. Donc tout ce que je vais être amené à toucher ou être en contact avec, enfin, voilà, je sais que ça fait partie de ce que je suis aussi. Alors, ça peut paraître bizarre à intégrer aussi des choses comme ça, mais voilà, c'est vraiment cette compréhension-là que j'ai pu avoir suite à cette expérience. Frédéric, avez-vous trouvé des éléments qui valident votre expérience et quelle a été la réaction de votre entourage? Alors, bien évidemment, en fait, une expérience comme ça reste très très compliqué à raconter parce que pourquoi? Je te laisse imaginer être à raconter que tu es passé à travers un mur, que tu as vu ce qui se passait derrière, que tu as fait un petit voyage au Mexique et d'autres choses, voilà, forcément, enfin pour rester simple, on reste là-dessus. Voyage au Mexique ou la visite à la maison en voyant les enfants, ou même ma mère chez le médecin, voilà. Donc tout ça, ça reste assez, dans un premier temps, gravé comme une expérience et plus que réel pour moi. Et plus j'avançais dans le temps, en fait, je pense que c'est le cerveau, la conscience ou les conditionnements me faisait douter de tout ça, en fait. Voilà. Donc j'ai été amené à me demander si ce que j'avais vécu était vraiment réel. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut mettre le mot, mais si c'était des hallucinations, des rêves, des machins, des trucs comme ça. Et donc, il a fallu que j'aille trouver en fait des gens euh, pour confirmer ce que j'avais à dire. Donc, du coup, c'était important. Dès l'hôpital, j'ai demandé s'il y avait vraiment une cuisine à côté de la salle d'opération. Euh, et les premiers mots que j'ai eus pour ma compagne et ma mère, par exemple, que j'ai vu directement, voilà, ma question a été j'ai vécu ça. Est-ce que tu peux me confirmer que ça s'est bien passé comme ça et comme ça et comme ci? Alors, euh, et puis pour le Mexique, je cherche encore des explications, je cherche encore des voilà. Donc pour ma compagne, ça a été quasi immédiat parce que c'est la première personne qui est venue ou qui a été autorisée à me rendre visite à ma sortie de coma, et c'est la première personne à qui j'ai parlé de tout ça. Donc du coup, elle a pris ça en plein fouet. Et on a eu cette conversation-là. D'ailleurs, quasi le premier mot que j'ai pu lui écrire sur une ardoise, hein, parce que j'étais encore avec un respirateur. Enfin bref, il y avait tout un tas de bazar autour de moi. Mais la première phrase que j'ai pu lui écrire, c'est la prochaine fois que je te parle, il va falloir que tu te mettes à m'écouter. Et donc elle lit ce truc-là. Elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et derrière ça, donc je commence à lui dire. Et j'ai dit, écoute, l'autre soir, je suis venu à la maison. Je t'ai expliqué où étaient les bougies, les allumettes pour pas que vous restiez dans le noir. Il y avait de l'orage. Je suis venu avec l'orage et j'ai voulu rassurer les enfants. Personne m'écoutait. Et puis donc, toi, je t'explique où sont les choses et personne ne bouge et tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là que elle a commencé à me dire, ben voilà, mais ça fait presque plus de 10 jours que tu es hospitalisé et que à la maison t'y es pas venu. Mais elle était assez perturbée parce que elle me dit, mais effectivement, l'autre soir, enfin, quand elle allait pas très bien, justement, l'hôpital m'appelait régulièrement, il y a eu une coupure de courant, enfin voilà. On a été amené
à avoir cette conversation-là et curieusement, tout ce qui s'est ressenti, senti, euh, était vraiment là, bien confirmé par elle. Et, euh, et suite à ça, même, je lui dis, écoute, quand tu rentres, tu dis à ma mère qu'elle arrête de, de harceler le médecin parce qu'il y est pour rien. Elle est en train de faire n'importe quoi avec lui et tout ça. Et donc là, à ce moment-là, même ma compagne était même pas au courant que ma mère s'était rendue chez le médecin. Mais bon, quand elle rentre le soir de l'hôpital, elle lui passe un coup de fil. Elle lui dit, tiens, apparemment, tu as été euh, comment dire, te plaindre là chez le médecin. Ma mère était un peu gênée par rapport à ça. Elle fait non, mais n'importe quoi, et quoi ici. Enfin voilà. Donc on en reste là-dessus. Et, euh, et moi, d'insistance à l'hôpital, quasiment à chaque fois qu'un infirmier passait, j'avais la même question quasiment. Je suis mort. Est-ce que je suis mort? Et est-ce qu'il y a une cuisine à côté de la salle d'opération? Bon, on me regardait en souriant. Vous inquiétez pas, monsieur. Tout va bien. Nanana, enfin voilà. J'ai jamais eu trop de réponses de ce côté-là. Alors, j'ai eu ma petite réponse par contre pour la salle d'opération et la cuisine, mais je l'ai eu 9 ans après. Alors ça fait quand même beaucoup, surtout qu'une expérience comme ça, elle nous résonne dans la tête 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours et pendant 9 ans. Alors derrière ça, je me suis mis à faire des conférences et raconter ma petite histoire. Alors moi, comme je suis quelqu'un de très cartésien, j'avais aucun souci pour raconter ce que j'avais vécu à la maison, puisque ma compagne me l'avait confirmé. En ce qui concerne ma mère, en fait, elle a mis 7, 8 mois pour pouvoir me dire oui, effectivement, j'ai bien été chez le médecin, ça s'est bien passé comme ça. Mais moi, tu me fais peur avec tes histoires là, donc voilà. Elle hésitait en fait à me répondre de tout ça, parce que je me suis rendu compte aussi que mon expérience, elle est perturbante, mais elle est perturbante aussi pour l'entourage. C'est ça qu'il faut savoir. Enfin voilà, donc ces deux souvenirs-là, j'avais aucun problème avec de le raconter en conférence puisque je sais que c'était exact. Alors après dire ce que c'est, j'en sais rien, mais c'est pas de l'hallucination en tout cas. Et maintenant j'avais des problèmes en racontant mon histoire au Mexique et mon histoire de cuisine parce que pour moi je l'ai vécu et ça ne fait aucun doute là-dedans. Mais j'ai encore jusque-là pas réussi à prouver ou à avoir quelqu'un en face de moi qui puisse confirmer ce que je suis en train de dire. Sauf que 9 ans après, je fais une conférence à côté de Dijon et après, sur la fin, la question du public et c'est ce que je préfère d'ailleurs dans les conférences, les questions. Et là, il y a une dame qui se lève pour poser une question et en fait, elle me dit, je suis infirmière en réanimation dans le service dans lequel vous vous êtes fait opérer en 2009. Et là, dès qu'elle a eu fini de dire ça, en fait, voilà, j'étais présent, mais sans l'être. Et je me suis dit, voilà, on y est. Maintenant, soit elle va confirmer ce que je suis en train de dire, soit elle va infirmer, et je vais de nouveau être amené à douter de cette expérience-là et de la véracité de tout ça. Et tout de suite derrière, elle me dit, écoutez, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je suis venu en conférence là vous voir uniquement pour vous dire qu'effectivement, il y a bien une cuisine à côté de la salle d'opération, comme vous l'indiquez. Et après, comme j'expliquais tout à l'heure dans mon témoignage, en fin de compte, voilà, l'explication des repas un peu festifs, c'était parce que voilà, c'était un moment de fête, c'est Pâques, et quand ils font des grandes, enfin quand ils faisaient, parce qu'apparemment aujourd'hui c'est interdit, mais à cette époque-là c'était encore autorisé. Ou en tout cas toléré. Ils arrivaient en fait à préparer comme ça des repas pour pouvoir les partager ensemble sur leur lieu de travail. Et là, quand elle m'a dit ça, ouais, il y a un poids qui est tombé, quoi. Et vraiment, j'entendais quasiment plus ce qui se passait dans la salle. J'étais d'une légèreté incroyable. C'est que j'avais la confirmation de ce que je ressentais depuis le début, de ce que j'avais vécu depuis le début. Et ça, c'est rien de le dire, mais c'est hyper important. Maintenant, il me reste qu'un point, on va dire, noir dans tout ça. C'est ma petite affaire au Mexique. Mis à part que, en cherchant
il y a plein de choses qui se mettent en place qui sont assez curieuses, perturbantes. Je cherche et je je savais pas pourquoi papillon blanc. Alors par exemple, je me suis aperçu que là-bas c'est une image qui est utilisée pour comment dire, pour matérialiser la visite la visite de défunts ou de d'entités. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Euh, et puis autre chose d'assez particulier, mais là voilà, je suis encore loin de pouvoir faire les choses, mais ils ont retrouvé des gens là-bas sur place. Apparemment, à la construction de ces pyramides, ont été emmurés à des endroits bien précis, des gens vivants. Alors, c'était pas forcément des bagnards ou des punitions extraordinaires, c'était justement sur du volontariat. Et ça avait pour but, en fait, d'élever le taux vibratoire et énergétique de la construction. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai réussi à voir dans un documentaire. Et ce qui est curieux, c'est que ils ont retrouvé donc des gens dans des charniers et ces personnes en fait avaient des bijoux nasaux pour la plupart et ces bijoux en fait, eh ben certains représentaient des papillons. Alors du coup, voilà, enfin il y a des petites choses comme ça qui se mettent en place. Enfin, je continue à chercher, j'espère pouvoir trouver des réponses. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que euh, au moment de mon expérience, à l'heure à laquelle je l'ai faite, il faisait effectivement jour au Mexique et il faisait 36 degrés là-bas sur place. Donc effectivement, il y avait le soleil. Euh, donc voilà ce que je peux ramener de la pertinence de mon témoignage, en tout cas ce que j'ai pu vérifier jusqu'ici. Voilà. Suite à cette expérience de mort imminente, vous avez développé des capacités. De quoi s'agit-il exactement? Suite à cette expérience qui est déjà en elle-même un petit peu compliquée à intégrer dans le quotidien aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais aussi développé des capacités. Je suis aujourd'hui, on va dire, magnétiseur pour mettre un mot sur les capacités. Maintenant, il y a tout un tas d'autres choses qui s'ouvrent et qui se. Alors, j'appelle ça, moi, j'ai une compréhension de l'énergie aujourd'hui qui me permet de faire des choses qui sont euh, ben, extraordinaires, en tout cas, voilà. Et comme je l'ai expliqué, je suis quelqu'un de très très cartésien et je fais les choses et j'aime bien comprendre euh, euh, ce que je suis en train de faire, pourquoi, et peut-être mettre des mots dessus. Et donc, mon expérience en 2009, ces capacités-là sont déclenchées. Enfin, déclenchées, c'est moi qui ai laissé la porte ouverte à tout ça. Euh, 3, 4 ans après, donc on va dire depuis 2013 en fait, je travaille dans les soins énergétiques. Il se passe des choses plutôt pertinentes. Et comme je l'expliquais, moi je suis quelqu'un de très très cartésien. Et donc j'ai cherché depuis 2013 à ce que des scientifiques ou des choses, oui, des scientifiques euh, puissent mettre des mots, mesurer ce qui se passe. Et voilà. Donc et comme on dit, il n'y a pas de hasard. J'ai été amené à rencontrer quelqu'un qui gère une association justement scientifique et de recherche. Et, euh, et depuis, comment dire, avec eux, j'expérimente, on fait des tests et jusque-là, les résultats qu'on peut être amené à avoir obtenus, en fait, sont plutôt intéressants. Donc voilà, je suis vraiment content de ça parce que c'était quelque chose qui manquait un peu à mon équilibre, c'est-à-dire que voilà, je fais des choses. Alors je les comprends maintenant aujourd'hui. Je sais ce que je fais. Hein. Au départ, je disais je sais pas ce que je fais. Aujourd'hui, je sais ce que je fais. J'ai cette compréhension d'énergie, mais ce qui me gêne encore dans tout ça, c'est que eh bien, on n'arrive pas à mesurer ou à mettre des mots sérieux ou scientifiques dessus. Alors du coup, euh, cette collaboration là en fait est plus que bienvenue parce que je suis de nouveau en train d'aller là où je veux, c'est-à-dire eh ben,
ouais, trouver des explications à tout ça, quoi. Et donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, jusque là tout se déroule plutôt pas mal, donc c'est assez prometteur. Vous êtes cofondateur de l'association franco-belge EMI-MIT. Quel est l'objet de cette structure et pourquoi l'avoir créée? Donc ce qui était important aussi pour moi et pour beaucoup d'expérienceurs, c'est de pouvoir en parler et partager. Donc je me suis mis à chercher sur Internet tout ce qui se faisait sur les expériences de mort imminente, voilà, à qui on pouvait en parler, surtout trouver des scientifiques, des médecins qui pourraient écouter et m'expliquer aussi, me faire comprendre, si toutefois c'était possible, ce que j'avais vécu. Et malheureusement en France, j'ai pas trouvé grand monde compétent dans ce domaine. Euh, donc je suis pas resté comme ça. J'ai décidé en fait avec deux trois amis de créer justement notre propre association qui s'appelle EMIMIT. Et cette association, elle est donc dans un premier temps faite pour quoi? Pour accueillir les expérienceurs comme moi et les écouter simplement, sans les juger, sans chercher à quoi que ce soit. Et, et après ça, donc en priorité pour les expérienceurs parce que c'est vraiment important. Il y a des expérienceurs qui ont fait l'expérience il y a 30 ans, 40 ans, qu'on n'ont jamais parlé à personne parce que c'est pas évident de pouvoir en parler. Et, euh, et donc du coup, il était vraiment important qu'on puisse avoir un plateau comme ça, là où les gens peuvent déposer en fait leur témoignage. C'est vraiment important. Et les retours que j'en ai jusque-là, les expérienceurs sont ravis parce que quand on parle entre nous, alors ça fait un petit peu étrange ou fermé, mais euh, on n'a pas besoin de finir nos phrases, hein. En fait, quand on commence à expliquer quelque chose de notre expérience, il suffit d'avoir vécu pour comprendre tout de suite là où la personne veut aller. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple parce que c'est pareil. Quand j'ai décidé d'en parler en public et de faire des conférences, ça a été un petit peu difficile au départ pour trouver les mots justes. Parce que si je dis blanc, voilà, enfin tout le monde peut imaginer dans sa tête du blanc, mais si, comme j'aime bien le dire, on était amené à sortir en photocopie ce qu'on a dans la tête, on n'aurait pas le même blanc. Voilà, chacun va essayer d'aller mettre des images ou des choses comme ça sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit. Donc c'est assez perturbant aussi ce côté-là. Donc voilà, cette association-là, pourquoi? Pour en, en premier lieu, en fait, pouvoir écouter les expérienceurs, pouvoir échanger entre nous, c'est important aussi. Et, euh, et puis après, ben, c'est le grand public, s'ouvrir à ça parce qu'il y a beaucoup de questions. Qui se pose pas des questions sur la mort, sur ce qui se passe derrière. Alors modestement, ben moi ce que j'essaie de faire à chaque fois que je sors en conférence, c'est déjà d'enlever la peur de la mort. Voilà, ça c'est vraiment important. Et euh, et après ça, aller du côté encore, comme je disais tout à l'heure, du côté scientifique, pour pouvoir mettre un petit peu de sérieux sur tout ce qui peut être amené à être vécu par les expérienceurs, parce qu'il faut savoir que tous les expérienceurs en fait développent des capacités extraordinaires pour les appeler comme ça. Et, euh, et c'est donc pas si simple que ça à gérer. Donc voilà, c'est vraiment mon but aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment d'apaiser toutes les personnes qui auraient vécu cette expérience et puis aider tous ceux qui veulent comprendre ben, ce qui se passe dans tout ça. Voilà, comme on pourrait être amené à le faire, c'est-à-dire ben, voilà, je suis présent pour tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'aussi cette association là d'expérimentation scientifique sur les capacités que j'ai pu être amené à développer est vraiment aussi importante pour moi. C'est vraiment apporter aussi ce que je peux pour faire avancer un petit peu tout ça et pourquoi pas les consciences. Quoi. Mais Frédéric, après cette expérience, quelle est votre compréhension de la vie? suite à cette expérience-là, qu'est-ce que souvent on me pose la question, qu'est-ce que vous avez compris de la vie?
Alors de la vie, globalement, absolument rien, parce que du coup, c'est la vie, et voilà. Mais par contre, sur ma vie, voilà, quelque chose de très important, c'est, je sais pas vous dire ce que je serai dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais je sais vous dire que je serai bien, ou en tout cas le mieux possible. Pourquoi? Parce que maintenant, dans ma vie, je fais tout ce qui me plaît. Alors, attention, il faut savoir entendre ce que je suis en train de dire. Hein, c'est vraiment, je mets de l'énergie, voilà, dans tout ce qui me plaît, tout ce qui va pas me plaire, je ne mets aucune énergie. C'est pour ça que je m'intéresse pas à la politique, par exemple, la religion, enfin voilà, toutes ces choses-là. Je, comment dire, je vais pas jusqu'à dire que les gens ont tort ou raison, vraiment. Moi, j'explique simplement que tout ça ne m'intéresse pas et donc je ne mets pas les pieds dans tout ça, voilà, pour moi, me perdre de temps. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que en fait, la peur de la mort nous empêche de vivre. Souvent, on fait des réflexions un peu par rapport à tout ça, en disant que j'ai tort, mais en y réfléchissant bien, voilà. Donc moi aujourd'hui, j'ai plus peur de vivre. C'est-à-dire que, comme je vous disais, tout ce que je veux faire, je le fais. Et bien souvent, si on réfléchit, on n'est pas beaucoup à être dans cette dynamique-là. Donc, ce que j'aurais à dire par rapport à tout ça, c'est écoutez-vous et faites-vous confiance et allez dans tout ce qui vous plaît en tant que possible et apprécier la vie. Enfin, donc, pour pouvoir en apprécier après la mort. Enfin, voilà, c'est vraiment, pour moi, la mort, ça, ça n'arrête rien. Un départ et c'est rigolo parce que voilà, un départ, un nouveau départ, peu importe. Enfin, voilà, il y a rien qui s'arrête. Mais il faut en tout cas vivre pleinement ce qu'on est amené à vivre ici, quoi. Maintenant, pourquoi on est là? Ben justement, pour tout ça, il faut pas forcément chercher à comprendre précisément. Il faut accueillir tout ce qui nous est donné à vivre, justement, l'intégrer le plus vite possible, que ça soit mauvais ou positif. Mais bien souvent, c'est des choses qui sont mauvaises, mais enfin négatives. Mais derrière ça, il y a toujours une leçon de vie incroyable et voilà. Et c'est comme ça qu'on est dans un apaisement voilà, le plus total et on aborde en fait ce départ avec sérénité. Voilà.